Aujourd'hui, je vous retrouve pour aborder avec vous le symbolisme et le sous-texte psychologique d'un film qui a presque 40 ans. Il s'agit de Rambo. Et je précise tout de suite que lorsque je parle de sous-texte psychologique, je ne fais pas référence au fait que, au-delà des scènes d'action et des fusillades, le film Rambo, le premier, parle d'un sujet de société américain, à savoir l'accueil réservé aux vétérans du Vietnam par les civils états-uniens, et même d'ailleurs par l'administration américaine d'une certaine manière. Je ne vais pas parler de ça parce que tout le monde sait que Rambo est un film qui parle de cette problématique des vétérans du Vietnam, et j'ai rien à vous apprendre de spécial sur la question. Je vais parler de voyage initiatique au sujet du sous-texte, et quand je parle de voyage initiatique, je fais référence au monomythe de Joseph Campbell et au voyage du héros de Christopher Vogler, inspiré des travaux de Campbell. Il y a d'autres versions d'ailleurs de comment découper un récit initiatique. Il y a des auteurs qui proposent une version en 8 étapes, Campbell en proposait 17, Vogler en propose 12. Toujours est-il que monomythe, voyage du héros, c'est pas exactement la même chose, mais on les emploie souvent de façon interchangeable. Et je vais donc parler de voyage initiatique pour éviter de me mélanger les pinceaux et de faire grincer des dents les gens qui connaissent très bien les différents modèles et leurs différentes étapes qui n'ont pas toujours le même nom. Le plan d'ouverture de Rambo First Blood nous propose une route de montagne, une route descendante, au bout de laquelle, tout au fond du cadre, Rambo va apparaître avec son sac. Voilà, on comprend tout de suite que c'est quelqu'un qui se déplace en stop, en marchant, une espèce de vagabond, et il va descendre la route vers une maison. On découvre en fait qu'il cherche à trouver la maison d'un de ses anciens camarades du Vietnam, et il tombe donc sur la veuve de ce dernier qui est en train d'étendre le linge, et la veuve va lui apprendre donc le décès de son ami qui est mort des suites d'un cancer causé par l'agent orange utilisé par l'armée américaine au Vietnam. Déjà, le film commence par quelque chose de très puissant, parce qu'en fait, il nous dit que la guerre, c'est quelque chose qu'on ramène avec soi. C'est quelque chose à laquelle on n'échappe pas, puisque même si on a survécu aux affrontements, on ramène quelque chose qui est dans nos cellules, dans chaque parcelle de notre être, et qui pourrait bien nous tuer. C'est d'ailleurs une manière de faire du foreshadowing sur le risque d'annihilation encouru par Rambo. Je rappelle que dans le livre, Rambo mourait à la fin. Alors certes, ce n'est pas le cas dans le film, mais c'est un risque qui va être matérialisé à la fin lorsqu'il sera cerné par des dizaines et des dizaines de véhicules de police, et que le colonel Troutman lui dira qu'il n'a plus aucune chance de s'en sortir s'il choisit l'affrontement. Donc on a ce foreshadowing, et on a d'ailleurs une très belle astuce de mise en scène, puisque Rambo et la veuve sont séparés dans le cadre, séparés par la corde à linge, qui a toutes les raisons d'être là, puisque la dame étend son linge, donc c'est tout à fait logique, c'est cohérent avec ce qui se passe, et en même temps, c'est une manière de dire que ce cadre coupé en deux, c'est une manière de dire que Rambo et la veuve, en fait, n'appartiennent pas au même univers, parce que Rambo est un ancien combattant, et qu'il est donc séparé des civils, séparé de la vie civile. Les civils, eux, sont séparés de Rambo parce qu'ils ne connaissent pas l'expérience du front, et il y a cette frontière infranchissable qui sépare ces deux univers. Alors, je ne vais pas raconter le film dans tous les détails, je suis obligé d'accélérer un petit peu pour m'attarder uniquement sur les points forts en symbolisme, mais donc je dois préciser quand même que Rambo reprend sa route, ne pouvant être hébergé et accueilli par son ami, qu'il se rend dans le village de Hope, un nom qui n'est pas anodin, et c'est le moment où il va faire la connaissance du shérif Will Teasle, qui est l'antagoniste principal du film, qui va repérer Rambo alors qu'il est en train de commencer sa petite patrouille matinale, et qui va lui proposer gentiment de lui faire un petit bout de chemin en voiture pour lui faire économiser quelques pas. Sauf qu'en fait, il s'agit d'expliquer à Rambo, à l'abri des regards indiscrets, tranquillement dans l'habitacle du véhicule, que les gens comme lui ne sont pas les bienvenus, et il va donc le ramener à la sortie de la ville. Notez que le personnage est déjà ambivalent, parce qu'il est caractérisé comme quelqu'un d'apprécié par les riverains. Lorsqu'il sort du commissariat, il est salué par des gens, il salue ses concitoyens, et surtout, il demande à Rambo dans quelle direction celui-ci souhaite aller. Et il le ramène dans cette direction. Donc il ne fait pas juste de la contrariété en l'amenant par exemple à l'opposé de là où Rambo allait. Il y a quelque chose qui est civilisé finalement, même si c'est déjà le début du harcèlement. Il y a quelque chose de mesuré en tout cas dans le comportement du shérif, et ça nous montre que c'est pas quelqu'un qui est tout noir ou tout blanc. Et là, il ramène donc Rambo à l'extérieur de la ville, à un pont, au-delà du pont, au-delà de la frontière, puisque le pont surplombe un cours d'eau, et il laisse Rambo là.
Normalement, en termes de voyage initiatique, là, vous êtes en train de tiquer et de vous dire, oui, le pont, la frontière de la ville, en fait, le shérif, c'est un gardien. C'est un gardien qui dépose Rambo au pont, sachant que le pont, c'est quelque chose qui est caractéristique. Vous avez d'ailleurs aussi une scène de pont dans le premier Matrix, lorsque Neo attend une voiture avec Trinity pendant qu'il pleut. C'est un lieu qui n'est pas anodin, qui symbolise un palier, qui symbolise une frontière. De deux manières, déjà parce qu'il y a le cours d'eau, et ensuite parce que la forme du pont, qui a des arceaux, symbolise un peu une porte. Donc, le gardien renvoie Rambo à l'extérieur de la ville. Qu'est-ce que le gardien garde? On va le voir un petit peu plus tard. Rambo fait demi-tour, donc le shérif voit ça dans son rétroviseur, il l'arrête, s'ensuit la scène de la garde à vue qui dégénère, puisque toute l'intelligence de ce film, c'est de montrer une escalade dramatique, littéralement, de violence, mais une escalade. C'est-à-dire que c'est pas d'un seul coup, les policiers sont méchants, ils vont tabasser Rambo. Il y a une escalade, même le pire personnage, le plus antipathique, Arthur Galt, même lui qui est clairement le bully de service, commence par être poli, même si on voit qu'il aime bien jouer avec sa matraque, etc. Il y a vraiment cette mécanique d'escalade subtile qui est très très bien faite. Rambo s'évade, il vole une moto tout-terrain, et il s'enfuit dans la montagne. Et c'est le moment de se rappeler du premier plan du film. Rambo arrivait tout au fond du cadre, sur une route de montagne, il semblait descendre de la montagne, descendre de la forêt, et c'est là qu'il retourne lorsqu'il s'enfuit. Ça va donner lieu à une battue qui va déboucher sur la légendaire scène de l'hélicoptère où Galt va désobéir aux ordres du shérif alors que le shérif lui répète et répète à tous ses hommes que Rambo doit être capturé vivant. Et on retrouve là encore cette ambivalence du shérif qui a visiblement pris des libertés en le reconduisant à la frontière de la ville. Enfin, je ne connais pas le détail des lois américaines qui changent en plus selon les États, mais je suis pas sûr qu'il n'ait pas déjà fait un abus de pouvoir en expulsant Rambo, mais en même temps, il répète qu'il doit être capturé vivant parce que lui, il veut que Rambo soit présenté au juge pour vagabondage. Il veut que Rambo d'ailleurs soit lavé pendant la garde à vue pour être présentable. Donc on a cette ambivalence du shérif, toujours qui est très pertinente. Galt, malheureusement, est en train de monter dans les tours et lui, il va essayer de tirer sur Rambo, il va essayer de le tuer. S'ensuit la scène où Rambo jette une pierre sur l'hélicoptère et tue accidentellement Galt qui chute de l'hélicoptère. Rambo ne se cache pas, il se présente les mains en l'air devant les policiers qui lui tirent dessus, parce que évidemment c'est le moment où le shérif Will Teasle est fou de rage, parce que Galt était son ami, même si c'était un peu une tête de con, et Rambo du coup repart se cacher, et la battue continue. La battue va déboucher sur une scène qui est un petit peu digne d'un slasher, puisque alors que la pénombre s'abat sur la forêt, Rambo va tuer les chiens du maître chien qui sont à sa poursuite, il va piéger tous les policiers, les ligoter, les blesser avec des pics taillés dans des branches d'arbres, tout ça est très très primitif, et à la fin, il va confronter le shérif en lui expliquant que ici, dans la montagne, dans la forêt, c'est lui qui fait la loi. Et en fait, là, vous avez le sous-texte qui arrive, qui est tout un sous-texte, au-delà du parcours initiatique que va vivre Rambo, qu'il est déjà en train de vivre, il y a un sous-texte sur la dichotomie, sur l'opposition entre la nature et la culture. Le shérif, qu'est-ce que c'est? C'est la personne qui incarne les règles de la société. Et c'est celui qui fait respecter l'ordre. Jordan Peterson vous dirait que c'est le père tyrannique. Et qu'est-ce qu'on voit lorsque Rambo se cache dans la montagne et qu'il verbalise de toute manière le fait que c'est son territoire et qu'il est la loi de cette montagne et de cette forêt sauvage? Eh bien, Rambo verbalise le fait qu'il est un principe naturel. Il est la sauvagerie totale de la nature. Néanmoins, comme le film est subtil, j'arrête pas de le répéter, eh bien, Rambo ne tue aucun des policiers, alors que dans le livre, il massacre tout le monde sauf le shérif. Toujours est-il qu'il laisse le shérif repartir en lui expliquant, en gros, voilà, arrête de me poursuivre, en fait. Lâche-moi la grappe. Mais évidemment, le shérif va revenir en force. Entre-temps, on a au passage l'introduction du personnage du colonel Trautman, qui est le seul lien de Rambo avec quelqu'un d'autre, puisqu'il est le seul survivant, Rambo, de son équipe d'élite. Donc il n'y a que le colonel Trautman qui les a formés, avec qui il a un certain lien. Donc on va avoir une scène où Trautman essaie de lui parler à la radio. Bref, la battue reprend, et cette fois Rambo va être acculé par la garde nationale, acculé dans une mine abandonnée, et l'entrée de la mine étant soufflée par un tir de bazooka, Rambo va descendre dans la mine pour survivre. Et là, évidemment, voyage initiatique oblige,
vous pensez au ventre de la baleine, à la caverne, puisque Rambo va s'enfoncer dans l'obscurité, il va certes fabriquer une petite torche, mais il va devoir ramper dans l'eau avec des rats qui lui montent dessus, etc. Donc on est complètement dans une descente dans les entrailles de la terre, donc les entrailles de la nature, c'est-à-dire que Rambo va au bout du principe naturel qu'il incarne. Il est en fait dans le paroxysme de son état de nature lorsqu'il s'enfonce comme ça au milieu des rats pour peut-être trouver une sortie. Il trouve une sortie et c'est là qu'il va faire un retour fracassant puisqu'il va s'emparer d'un camion qui transporte des armes. Avec ce camion, il va forcer le pont qui est gardé par des forces de l'ordre. Donc cette fois, il refranchit le seuil, ce seuil hors duquel le shérif voulait le maintenir. Il refranchit la frontière de la ville et il va se lancer dans son assaut final, mettre la ville à feu et à sang, même si en fait on ne le voit pas blesser d'autres personnes. Il y a un seul mort dans le film qui est le personnage de Galt qui tombe de l'hélicoptère. Donc Rambo commence à incendier la ville, à couper l'électricité, donc il plonge la ville dans le chaos. On a l'obscurité, littéralement, qui se referme sur la ville, puisque le propos de Rambo, c'est d'acculer Will Teasle sur le toit du commissariat, de le plonger dans l'obscurité, dans l'inconnu, et d'aller l'abattre. Et c'est effectivement ce qui se passe. Rambo arrive à détourner son attention, il rentre dans le commissariat, il tire sur Weasel qui tombe à terre et qui est à sa merci. Donc on a vraiment, là encore, ce principe naturel, cette agressivité primitive, ce chaos, vous direz Jordan Peterson, qui se referme inexorablement sur la ville, sur la culture, sur la civilisation. Les bâtiments sont en feu, les lumières sont éteintes, les forces de l'ordre sont débordées, et le shérif est déchu. Il tombe à travers la verrière du commissariat. La civilisation est vaincue par la nature absolue, et je dirais la nature dans toute sa sauvagerie. Alors que le shérif est à la merci de Rambo, le colonel Troutman fait une nouvelle apparition et lui dit « La mission est terminée ». S'ensuit le légendaire, je sais pas comment on appelle ça, c'est pas tout à fait un monologue puisqu'il y a un petit peu de dialogue, mais le légendaire texte joué par Stallone où Rambo explique qu'en fait tous ses amis sont morts. Il raconte notamment la mort d'un de ses potes qui est mort à cause d'un colis piégé au Vietnam. Il raconte sa solitude, il raconte, et c'est assez bien vu je trouve, que il était formé par l'armée et qu'on lui confiait des équipements qui valaient des millions de dollars quand il était sur le terrain, mais que là, il n'arrive même pas à travailler dans un parking. Et finalement, on a une scène qui est bouleversante dans laquelle Rambo s'effondre en larmes au fur et à mesure qu'il est en train de s'ouvrir et où le colonel, qui a réussi comme ça à lui faire baisser les armes, en fait, en entamant un dialogue avec lui, va le prendre dans ses bras à la manière d'un parent qui prend son enfant dans ses bras. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Troutman, en fait, a convaincu Rambo de se rendre. Il lui dit, tu es cerné, et effectivement, on voit des dizaines et des dizaines de véhicules de police autour de lui, et effectivement, Rambo est cerné, et même si c'est une machine à tuer, là, frontalement, il ne peut pas sortir vainqueur de la confrontation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, après avoir englouti temporairement la ville dans le chaos naturel, dans la sauvagerie primitive, eh bien, Rambo est à son tour entouré par un barrage finalement civilisationnel. Il y a la culture qui est là, sous la forme des policiers qui viennent pour l'arrêter. Et Troutman, en fait, sert de médiateur. Il est d'ailleurs le mentor, d'un point de vue initiatique. À la fois le mentor, parce qu'il nous explique très clairement que de toute manière, c'est lui qui avait formé Rambo et toute son équipe. Mais il est le mentor au sens initiatique pur et dur, là maintenant, parce que c'est lui qui va pouvoir transmettre une leçon fondamentale à Rambo et lui donner accès un élixir. Et cette leçon, c'est qu'en fait, on ne peut pas se couper complètement de la culture, parce que la culture, même si elle peut devenir tyrannique, c'est aussi la connexion à autrui. Je rappelle que le terme société vient du latin socius, et que le mot socius désigne le compagnon, d'accord? L'associé. Donc la société, c'est les autres, en fait. Alors l'enfer, c'est les autres, mais un monde de solitude absolue, ça peut aussi être une forme d'enfer. Et donc Troutman, en arrivant à convaincre Rambo de jouer le jeu de la civilisation, lui permet de franchir enfin cette barrière et d'obtenir cet élixir que le gardien lui empêchait d'accéder. Pourquoi le gardien lui empêchait d'accéder à cet élixir? Souvenez-vous, Rambo arrive en ville, déjà il voulait se connecter à son ancien ami dont on apprend qu'il est décédé. Et ensuite, lorsqu'il rentre en ville, il demande juste au shérif s'il y a un endroit où il peut manger dans la ville. Et là, le shérif l'expulse à l'extérieur de la ville,
Ça veut dire qu'en fait, depuis le début, Rambo cherche à se reconnecter à la civilisation, à cette culture qu'il a rejetée. Donc en fait, quand le shérif le ramenait à l'extérieur de la ville, au niveau du pont, c'était exactement ça que le shérif gardait, c'était la civilisation. Et du coup, Rambo ne pouvait pas accéder au socius, il ne pouvait pas accéder à la connexion à autrui, puisqu'il était acculé à être la nature sauvage et à vivre dans cette nature sauvage, seul, comme un animal. Donc Trautmann, en obtenant la reddition de Rambo, lui fait faire un premier pas, un nouveau premier pas, consentant et consenti dans le monde de la culture. Une petite remarque pour finir. On oppose dans ce film, et en général, on a tendance à opposer dans nos discours et dans notre perception du monde, la nature et la culture. On a souvent, dans notre vision, cette dichotomie. Mais, en vérité, c'est une fausse dichotomie. Pourquoi c'est une fausse dichotomie? Alors, pas dans le sens faux dilemme, parce qu'en anglais, un faux dilemme, ça se dit une fausse dichotomie. Mais dans le sens où il s'agit plus d'un continuum que de deux polarités complètement séparées par une corde à linge infranchissable. Pourquoi? Parce que déjà, c'est la nature qui permet la culture. Je rappelle que si on a une culture, c'est parce qu'on a une psychologie, parce qu'on a la possibilité d'imaginer des lois, des concepts, des symboles, d'adhérer à ces lois, à ces concepts, à ces symboles. Si je vais vraiment dans la caricature, on a une culture parce qu'on a un néocortex. Et notre néocortex, on l'a parce qu'on a des atomes, parce qu'on a une biologie, une physique, une chimie. Bref, les lois de la nature permettent l'émergence de cultures dans le règne animal, principalement chez l'être humain, mais il y a aussi des exemples de cultures sommaires mais bien réelles chez certaines espèces de grands singes. Donc rien que sur ce plan, il y a un continuum. Et ensuite, il y a un autre endroit où la nature et la culture peuvent se rejoindre, et c'est justement ce qu'on va appeler le nihilisme. C'est ce qu'explique Jordan Peterson à longueur de temps dans ses conférences Maps of Meaning. En gros, la culture, c'est, comme je l'ai dit, le père tyrannique. En tout cas, lui, il dit que l'archétype de la culture, c'est le père tyrannique, alors que l'archétype de la nature, c'est la mère mystérieuse, chaotique et magique. Et en fait, le père tyrannique poussé à l'extrême, qu'est-ce que c'est? C'est le nazisme et le soviétisme, et du coup, c'est le meurtre de masse. À l'opposé, la nature poussée à l'extrême, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on a vu dans le film, c'est-à-dire Rambo, qui, avec des techniques de guérilla, massacre, ou en tout cas pourrait massacrer tous les gens dans la forêt, et fait preuve d'une brutalité et d'une animalité illimitée. Ce qui le sauve à la fin de sa propre annihilation, c'est de jouer le jeu de la culture, d'accord? C'est de dire, ok, je vais me rendre, et il sortira donc du commissariat avec les menottes au poignet. La nature et la culture, en fait, dans leur extrême abus, dans leur extrême inconvénient, se rejoignent dans une forme d'annihilation, parce que le nazisme et le soviétisme, c'est de l'annihilation, et régresser à l'état d'homme des bois et fabriquer des pièges pour tuer les gens et mettre une ville à feu et à sang, c'est aussi finalement une forme d'annihilation. Donc la dichotomie entre nature et culture, c'est pas une dichotomie absolue, il y a des ponts, il y a des liens, mais évidemment, quand on veut se repérer dans le monde, quand on veut réfléchir à la réalité, en général, on commence par une réflexion simple qui est binaire ou qui est dualiste. Et puis, au fur et à mesure qu'on développe sa réflexion, on y introduit de la nuance et on comprend qu'en fait, rien n'est vraiment binaire parce que tout est connecté, tout est interdépendant et la culture notamment n'existe pas sans la nature. J'espère que cette analyse du film Rambo vous a intéressé et a nourri une réflexion chez vous. Petite remarque, c'est une analyse qui reste assez simple, parce qu'on pourrait aller dans des points un peu plus précis, et notamment se demander si Rambo, en fait, c'est pas la troisième étape du voyage initiatique, puisque après tout, ce que vit Rambo au début du film, et tout le long du film, c'est l'étape du retour. En fait, on peut imaginer, pour ceux qui connaissent un petit peu les termes, que la séparation du monde ordinaire, c'est lorsque Rambo est devenu béret vert, et que le monde extraordinaire, entre guillemets, c'est le monde de la guerre, et qu'il a déjà vécu son épreuve suprême pendant la guerre. On peut imaginer que là, tout le problème de Rambo, c'est le retour, justement, le retour dans le monde normal, avec le savoir qu'il a appris sur le champ de bataille du Vietnam. Voilà. D'ailleurs, petite remarque en passant, puisque je parlais de la dichotomie illusoire entre nature et culture, on peut faire remarquer que lorsqu'il est dans le cœur de la baleine, dans la caverne au milieu des rats, c'est le feu qui lui permet de se repérer, donc c'est déjà un embryon de culture. Arriver à faire du feu, c'est une des technologies qui ont radicalement changé
l'évolution de l'espèce humaine. Donc on peut dire que lorsque Rambo est dans le cœur de la caverne, c'est déjà la culture qui lui permet de s'en sortir, alors que pourtant il est au cœur absolu du chaos primitif naturel. Donc vous voyez vraiment cette ligne de tension. On peut dire aussi que lorsque Trautmann lui a appris à devenir un combattant d'élite en guérilla, c'est la culture qui l'a conditionné à revenir à l'état de nature. Donc on retrouve vraiment ce va-et-vient entre nature et culture. Bref, il y a sans doute d'autres analyses qu'on peut faire sur ce film. J'ai un temps limité malheureusement pour faire cette vidéo. J'espère malgré tout que ça a été intéressant et stimulant. Et si vous avez d'autres remarques sur le film, faites-vous plaisir dans les commentaires, ça m'intéresse d'avoir d'autres éléments de réflexion. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Mettez un pouce en l'air ou un pouce en bas selon votre appréciation. Des commentaires pour réfléchir si vous pouvez en écrire. Si vous n'avez pas d'inspiration, ne mettez rien. Vous mettez juste référencement. Et voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, prenez soin du monde, ça peut servir.